Bonjour, merci beaucoup à l'UNAF, merci beaucoup David de m'avoir invité à vous parler de quelque chose dont Gérard Néran vient de parler, qui sont en l'occurrence ces programmes de formation aux bonnes pratiques parentales, comme ils s'appellent eux-mêmes. Donc je vais vous proposer un certain nombre de réflexions sur les programmes evidence-based. Claude Martin a mentionné le terme evidence-based ce matin, je vais le définir un peu plus en détail et je vais m'attarder sur le cas spécifique d'un programme de formation aux bonnes pratiques parentales qui est diffusé actuellement par Santé publique France après avoir été transposé d'un programme nord-américain par l'INPES qui s'appelle donc actuellement le programme PSFP pour programme de soutien à la fonction parentale et qui s'appelait initialement dans sa version de l'Iowa du Sud le programme SFP, le Strengthening Families Program. Alors ce sont des programmes dont il a été dit ce matin qu'effectivement ils se présentent comme jeunes et beaux, efficaces et scientifiques, voire efficaces parce que scientifiques. Bon, c'est possible qu'à la fin de ma présentation, ils apparaissent plutôt comme vieux et moches, inefficaces et non scientifiques. Ce serait à l'insu de mon plein gré si ça faisait ça. Et cette question, je l'ai détaillée dans ce petit ouvrage que j'ai mis ici, qui s'appelle Santé mentale, santé publique, un pavé dans la mare des bonnes intentions, dans laquelle je relate une participation observante, en fait, celle de l'évaluation que l'INPES m'avait demandé de réaliser de ce fameux programme SFP, il y a quelques années de ça, dans une petite banlieue défavorisée du sud-ouest parisien. C'est un ouvrage que j'avais initialement voulu appeler La santé mentale au risque de la santé publique, rhétorique et statistique de l'Evidence-Based Mental Health Policy. Mais l'éditeur a estimé à juste titre qu'il valait mieux l'autre titre. Mais en tout cas, ce titre-là dit un peu plus quand même du contenu. J'ai voulu regarder un peu de façon critique, effectivement, les rhétoriques qui sont mobilisées dans ce champ-là et les statistiques, surtout, pour voir les statistiques qui sont la base des allégations d'efficacité. Et les allégations d'efficacité étant au principe de la justification de l'utilisation de ces programmes. Alors, bon, je me présente rapidement. Moi, je suis chercheur en sciences sociales et en épistémologie de la santé mentale au CNRS. Donc, j'essaye de faire des sciences sociales et de l'épistémologie de et pour la santé, c'est-à-dire simultanément essayer de contribuer à des choses dans le domaine de la santé et de la santé publique et en même temps de maintenir une position méta-réflexive et d'en restituer les résultats. Pour ce faire, je mets beaucoup en œuvre de participation observante au sein du HCSP, de la NSP, enfin de différentes agences, dont en l'occurrence au sein de l'INPES, et c'est ce dont je vais vous parler. Alors, voilà l'evidence-based medicine dans toute sa splendeur. Alors, je vais un tout petit peu rentrer dans les détails, mais pas trop. Ce schéma, juste pour vous montrer que l'evidence-based medicine, comme je l'ai mis ici, c'est un dispositif, en l'occurrence un dispositif socio-technique, c'est-à-dire c'est un entremêlement de concepts, de méthodes, de résultats, d'institutions, d'agences organisées dans un process. Et que ce process donc se déroule de façon extrêmement cadrée pour produire des résultats. Ces résultats étant destinés, je vais vous montrer ici, à façonner ceci. Ceci, c'est la relation. Alors là, on est dans le cas de Evidence-Based Medicine. Je vais venir juste après sur Evidence-Based Mental Health Policy. Mais il s'agit de façonner la relation thérapeutique entre un praticien et ses patients dans le but que cette relation thérapeutique soit la plus efficace possible. Alors, la plus efficace possible, il faut en donner une définition de cette efficacité. Cette efficacité, elle résulte, en l'occurrence, de la synthèse dans des méta-analyses de résultats d'évaluation comparative dont Claude a rapidement parlé ce matin, qui sont les essais contrôlés randomisés. C'est-à-dire on compare un traitement supposé actif à un groupe contrôle, un groupe de référence, et on regarde si le traitement produit plus d'effets que le contrôle. Alors pour mesurer le dit effet, il faut avoir des indicateurs. Pour avoir des indicateurs, il faut donc les standardiser. Donc ici, vous avez le groupe traité, le groupe expérimental, le groupe de référence. On va les comparer pré, post et entre eux, dans le but de voir si ça diffère
sur un indicateur. Cet indicateur, pour le comparer, il faut qu'il soit numérique. Donc, on va créer des indicateurs numériques, en l'occurrence, le plus souvent des échelles quantitatives qui vont permettre de scorer la dépression, l'anxiété, le bonheur. On l'a vu ce matin. Enfin, à peu près tout est transformable en échelle quantitative. Et par ailleurs, pour qu'on puisse comparer les choses entre elles, il faut qu'elles soient identiques. On ne compare pas des poires et des kangourous. Donc, il faut comparer des gens similaires, identiques même. Pour qu'ils soient identiques, il faut qu'ils aient les mêmes caractéristiques. Pour qu'ils aient les mêmes caractéristiques, il faut qu'on les ait définies. En l'occurrence, comme on est dans le domaine de la médecine, ça va être des diagnostics. Donc, on va définir des diagnostics standardisés. Et dans le champ de la santé mentale, c'est bien connu ici probablement, c'est le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, le trop célèbre DSM, qui fait ça, qui nous définit donc les cadres nosographiques. Donc on rentre les gens dans les études sur la base de qualifications qui leur sont apposées comme étant ayant un trouble anxieux généralisé, ayant un épisode dépressif majeur, etc., etc., etc. Ils sont ainsi rendus identiques. Et ensuite, donc, on déroule le processus. On produit des dizaines d'essais contrôlés randomisés qu'on agrège ensuite dans des méta-analyses. Le but étant finalement d'ordonner les traitements entre eux selon leur taille d'effet. C'est-à-dire, celui qui produit le plus d'écart entre le groupe contrôlé et le groupe traité, c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur, c'est donc celui qu'on va prendre. Si je parle plus français, c'est donc celui qu'on va prendre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'EBM, l'Evidence-Based Medicine? C'est une méthode statistique d'ordonnancement des efficacités des traitements entre eux, visant à produire une liste ordonnée dans le but de sélectionner le meilleur traitement, le plus efficace sur les indicateurs quantitatifs qu'on a sélectionnés. Ça, c'est pour la médecine. C'est exactement la même chose pour la santé publique. C'est-à-dire, vous remplacez médecin-patient par agence de santé publique et population, et vous avez exactement le même dispositif, c'est-à-dire qu'il s'agit de sélectionner les meilleures interventions de santé publique sur la base d'essais contrôlés, randomisés, etc., etc., etc. Alors, ça, c'est le cadre général méthodologique et statistique. C'est massivement structurant de la pensée de santé publique au niveau international et en France plus récemment, mais en France aussi. Alors, là, ça, c'est le cadre général. Pour le cas plus précis, plus spécifique de la parentalité, et en vérité, Claude avait tout à fait raison de distinguer parentalité et parenting, parce que parentalité, c'est une position. Parenting, ce sont des pratiques. Et en vérité, on va même voir dans le programme dont je vais vous parler, ce n'est même pas des pratiques, ce sont des comportements. On va décrire des comportements et leurs effets. Et là, on s'inscrit dans une perspective de prévention. La prévention, c'est quelque chose aussi de massivement normatif en santé publique. De plus en plus, on tente de prévenir les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Dans le domaine de la santé mentale, c'est particulièrement vrai. Dans le domaine de la parentalité, Richard Tremblay, un psychologue canadien assez, enfin même très influent dans le champ, avait très largement dépassé l'idée dont Gérard a parlé juste avant, qui est que on va prévenir les troubles de l'adulte en agissant sur l'enfant avant ses 3 ans. Ça, pour Richard Tremblay, c'est déjà trop tard. Pour lui, 3 ans, c'est déjà curatif, en vérité. Parce que l'enfant, à 3 ans, il est déjà l'effet des dysfonctionnements de ses parents, selon Richard Tremblay. Donc, la vraie prévention, c'est d'agir sur les parents pour prévenir les troubles de l'enfant. Mais, en vérité, vous voyez tout de suite où je veux en venir, les parents de l'instant T sont les résultats des dysfonctionnements de leurs parents de l'instant T-1. Donc, on s'achemine rapidement vers une régression infinie dont Tremblay se débarrasse rapidement. Alors, Tremblay dit il va falloir faire des interventions de formation en bonne pratique parentale pour avoir enfin un jour des enfants qui n'ont pas de problème. Il dit pour ça, on aimerait bien avoir un modèle de comment ça fonctionne, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc on va même pas chercher à comprendre, on va faire des études multicentriques. C'est-à-dire qu'on va répartir dans le monde entier tout un tas d'essais contrôlés randomisés de plein d'interventions de parentalité. On va regarder laquelle est la plus efficace, et une fois qu'on l'aura sélectionnée worldwide, on va dire, bon, ok, c'est bon, maintenant c'est celle-là. Et celle-là, on va la mettre en place sur 3 générations. Alors, il considère que la régression s'arrête en 3 générations. Donc, dans 3 générations, ça y est, c'est bon. On a une civilisation tranquille et des enfants sains. Bon.
no joke, hein, si je puis me permettre. C'est vraiment dans l'article qui est là, je vous encourage à le lire. Donc voilà, bon, donc les exemples que donne Tremblay, donc en haut la bonne trajectoire donc, de développement dans la vie, et en bas la mauvaise, donc hein, quand l'enfant qui se loupe, l'enfant qu'on a loupé, hein, comme on disait ce matin. Donc version ancienne hein, et version nouvelle, hein, avec les stats qui vont bien, voilà. Alors ça c'est bon, un des livres de Tremblay. Donc on voit derrière il y a quand même une notion qui est explicite hein, chez Tremblay, hein, version un peu hobbesienne, l'enfant est dangereux, l'enfant est méchant. Et d'ailleurs Tremblay dit, je crois dans cet ouvrage ou dans un autre, si les enfants étaient aussi grands que nous, ils nous tueraient tous. C'est possible d'ailleurs, hein. Mais précisément parce qu'ils ne sont pas aussi grands que nous, on peut tolérer l'expression de l'éventuelle violence, impulsivité ou tout ce qu'on veut. Alors, cette logique de il faut intervenir le plus tôt possible pour éviter les dérives ultérieures, bon, on la connaît bien, enfin on l'a bien connue il y a une dizaine d'années en France. Tout le monde, je pense, reconnaît ici ce rapport qui a été à l'origine effectivement du collectif Pas de zéro de conduite, le rapport Benesti, voilà, qui donnait un certain nombre d'écarts entre le parcours normal et le parcours déviant, avec un certain nombre d'étapes à l'issue desquelles on s'écarte de la bonne voie et puis c'est fini. Donc pour éviter ces drames, la santé publique, dans sa grande sagesse, a voulu donc mettre en place un programme de formation aux bonnes pratiques parentales. Le programme qui est devenu donc PSFP, Programme de soutien à la fonction parentale, qui se diffuse actuellement dans toute la France, et dont on m'avait demandé d'évaluer la version préliminaire, qui était l'adaptation du programme SFP américain en France. Et donc j'avais entrepris cette évaluation, jusqu'à ce que je me rende compte au décours de l'avancement de la mise en place du projet, que le programme présentait tellement de problèmes, tellement de risques, que j'ai finalement refusé qu'on mette même en place l'évaluation empirique du programme. C'est-à-dire, j'ai dit, ce programme est dangereux, enfin, disons clairement, ce programme est dangereux et je refuse qu'on le mette en place empiriquement avant qu'on ait réfléchi sur ce qu'il y a dedans, qu'on découvrait au fur et à mesure de la mise en place du programme. Parce que comment on sélectionne ces programmes ? C'est pas en regardant ce qu'il y a dedans, c'est en regardant la littérature, et donc en regardant scientifique, et donc en regardant les tailles d'effets. Donc ce programme était l'un de ceux qui avait l'une des meilleures tailles d'effets sur un certain nombre d'indicateurs dont je vais vous parler. Et pour ce motif-là, il était légitime de le choisir sans même savoir ce qu'il y avait dedans, puisqu'il était efficace, scientifiquement démontré. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans ce programme. Je vais me concentrer sur un certain nombre et je vais vous donner des extraits. Donc c'est un programme, le programme SFP et donc PSFP, un programme structuré qui regroupe parents-enfants dans 12 séances de 2 heures, une séance par semaine. Donc dans chaque séance de 2 heures, d'abord, on sépare les enfants et les parents dans 2 groupes où on leur apprend des compétences spécifiques. Dans la deuxième heure, on les rassemble et on leur fait expérimenter ensemble les compétences qu'ils viennent d'apprendre. Ça dure donc 12 séances, au terme desquelles une évaluation des résultats est proposée. Je vous dirai comment. Et ce qui permet progressivement de constituer une base internationale d'évaluation de l'efficacité du programme qui est colligée ensuite et publiée, etc. Alors, je vais me concentrer sur un des problèmes du programme qui est, à mon avis, l'un des principaux problèmes. Donc, donc voilà comment se présente la description d'une séance. Donc là, c'est la version anglaise. Donc ça, c'est la séance 5 qui s'appelle Noticing and Ignoring, donc remarquer et ignorer. Et donc, c'est la technique centrale de contrôle de l'enfant qui est enseignée aux parents. C'est quoi ? C'est ni plus ni moins que le classique conditionnement opérant skinnérien. C'est-à-dire, c'est la gestion de ce qu'on appelle les contingences environnementales. Nous répétons les actions qui nous sont bénéfiques et nous évitons les actions qui donnent des résultats aversifs. Donc, pour piloter l'enfant, parce que c'est du pilotage, c'est une sorte de télécommande à enfant. Pour piloter l'enfant, on gère les 4 cases de la matrice. Punition, récompense. Donc soit on ajoute de la récompense, soit on en supprime, soit on ajoute de la punition, soit on en supprime. Et en jouant rusément sur ces 4 cases, on arrive à faire à l'enfant ce qu'on veut qu'il fasse. Dans ce programme, c'est la seule chose opérationnelle, enfin c'est pas la chose opérationnelle, c'est cette chose opérationnelle est directement donnée aux parents sans que jamais il ne leur soit demandé de se questionner sur ce qu'ils veulent faire par cet
intermédiaire à leur enfant. La seule problématique, c'est vous voulez faire ça, faites ça comme ça, il le fera. Alors, depuis Orange Mécanique, c'est un peu interdit de faire de la punition positive. C'est-à-dire, c'est interdit de choquer son enfant à la prise électrique, c'est interdit de le fouetter, de le noyer, enfin tout ça. Donc, le cœur du programme, c'est la punition négative. Et quoi de mieux pour agir sur un enfant en punition négative, c'est-à-dire en récompense, en supprimant de la récompense, donc, eh bien, c'est le retrait d'affection et le retrait d'attention. C'est-à-dire un enfant extrêmement demandeur, évidemment, de l'attention, de l'amour, de l'estime, de l'intérêt de ses parents. L'un des excellents moyens de le contrôler, c'est de lui retirer cette attention, cette affection. Donc, il est très précisément dit dans le programme, donc, comment bien ignorer. Donc, vous avez la procédure de comment... Donc, vous l'avez sous les yeux. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais voilà, je ferai circuler, je donnerai à David le PowerPoint et on le fera circuler. Sinon, c'est dans le bouquin. Donc, même moi, je n'arrive pas à lire, mais je m'en souviens. Donc, la procédure est la suivante. Donc, quand votre enfant fait quelque chose qui vous déplaît, donc, cessez de le récompenser relationnellement. Ça veut dire cessez de le regarder, cessez de lui parler, détournez-vous de lui totalement, éloignez-vous de lui, adoptez, et donc c'est marqué comme tel, a stony face, donc une face de marbre. Donc, pour ceux qui ont fait psychologie du développement, vous connaissez le paradigme de le strange situation et le stony face de la mère qui rend l'enfant dingue. Bien, c'est ça qui est recommandé. Ça marche, hein, ça marche. Donc, faites tout ça et surtout, ne lui expliquez pas. Ne lui expliquez qu'après qu'il ait cessé le comportement répréhensible. Parce que sinon, pourquoi ? Parce que si vous lui expliquez, vous êtes en relation avec lui, donc vous le récompensez par la relation. Donc ça ne marche pas. Donc seulement quand il a cessé le comportement répréhensible, à ce moment-là, vous lui expliquez éventuellement pourquoi vous avez fait ça. Comme il se peut, et ça c'est bien précisé dans cette séance 5, comme il se peut que d'autres ne maîtrisent pas cette technique éducative, et que donc l'enfant va trouver sa récompense ailleurs. Donc expliquez à vos proches la technique pour qu'ils l'appliquent aussi. Donc, vous entourez l'enfant d'un dispositif de conditionnement opérant skinnérien qui fait que tout le monde va commencer à le télécommander par ce dispositif donc de retrait, d'attention, d'affection et de communication. Alors, ça, c'est la version retrait de récompense. Donc, mais il faut les deux. La carotte et le bâton, c'est bien connu. Donc là, la carotte. Donc maintenant, vous pouvez récompenser. Quand l'enfant se comporte bien, récompensez-le. Mais récompenser, c'est pas si facile quand même. Bien récompenser. Donc là encore, il y a une procédure. Alors la procédure est la suivante. Donc, on construit avec l'enfant, bien sûr, pour avoir un peu de partage, comment on appelle ça, un truc qui tourne, une loterie, absolument, une loterie. Et quand l'enfant donc se comporte bien, donc il a un certain nombre d'étoiles qui sont ici, donc dans des colonnes qui correspondent à des activités ou à des tâches ou à des buts. Et à chaque fois qu'il se comporte bien, il obtient un certain nombre d'étoiles. Puis quand il a le nombre d'étoiles requis, on fait tourner la loterie. Et à ce moment-là, il a la récompense qui correspond à ce qui a été désigné par la loterie. Alors il est bon d'introduire un peu d'aléatoire pour diminuer la prévisibilité de la récompense, parce que plus la récompense est imprévisible, et plus quand même elle génère de l'expectation, et plus c'est motivant. Donc là, vous avez les choses importantes pour bien ignorer, donc qui reprend la liste de ce que je vous ai donné. Ne regardez pas l'enfant, ne montrez pas vos sentiments, use a stony face, ignorez-le en ne lui parlant pas, ne le touchez pas, soyez systématique, ignorez toujours de la même manière les mêmes comportements, évidemment, sinon ça ne marche pas. Watch out for outsider rewards, donc faites attention que d'autres ne récompensent pas, etc., etc. Donc, tout ceci, c'est l'action atomique de contrôle. Mais tout ça doit être inclus dans un programme structuré de changement, parce que sinon, c'est un peu aléatoire. Donc, vous avez des Behavior Change Plans. Donc, vous avez les programmes structurés de changements comportementaux, donc dans lesquels vous allez définir la séquence de changements comportementaux que vous voulez chez votre enfant. Et ensuite, vous définissez les stratégies pour atteindre donc, ces changements comportementaux, donc avec un algorithme
Voilà, qui est, voilà, par exemple, David, please shut the door. Alors ensuite, si ça marche pas, David, you need to shut the door. Et ensuite, donc, il y a toute la procédure de ignorance, etc., pour que finalement David shut the door quand même. Faut pas déconner non plus. Bon. Donc tout ça, on en rigole. Mais, ça vient quand même donc d'un dispositif théorique très lourdement sourcé. En l'occurrence, ce programme est l'un des programmes qui est issu donc d'une synthèse de la Fondation Cochrane. Donc la Fondation Cochrane est une revue extrêmement, une organisation scientifique extrêmement renommée qui fait des revues de littérature et des méta-analyses. Et là, en l'occurrence, donc ça, là, c'est une évaluation donc des techniques comportementales et cognitivo-comportementales de formation aux bonnes pratiques parentales pour les enfants de 3 à 12 ans, dans laquelle donc il est expliqué que voilà, ces programmes, je dis bien ces programmes au pluriel, pas seulement SFP, mais l'immense majorité des programmes qu'on trouve dans la littérature, triple P, SFP, ceux qu'on avait dit, Crowley-Bolliers, etc., sont fondés sur ces techniques de renforcement et de conditionnement skinnérien, positif et négatif, reinforcement to parents, helping them to focus on the child positive behaviors and to ignore or introduce limit setting, etc. Donc, c'est très solidement documenté, si je puis dire. Alors, on va voir après qu'est-ce que ça vaut. Alors, ça peut nous heurter moralement, et d'ailleurs, ça m'a heurté moralement, c'est pourquoi j'ai commencé à avoir des réticences. Et quand je suis revenu vers l'INPES en disant, bon, quand même, moi, je trouve pas ça top, on m'a dit, mais on s'en moque de ton avis, mon gars. C'est scientifiquement prouvé, donc ton avis il ne vaut rien. C'est de la morale. Et la morale, c'est contingent. Donc je dis, bon, ok, très bien, pas de problème, je vais faire science contre science. Alors, je dis bien, ok, je vais prendre ce comportement. Que sait-on des parents, des conséquences de ce genre de comportement sur les enfants en milieu naturel? Et donc, il y a toute une littérature qui examine, dans des études prospectives, cette fois-ci pas expérimentales, mais prospectives, en milieu naturel, les conséquences de ce qu'on appelle le contrôle psychologique. Et la définition du contrôle psychologique, dont vous voyez des exemples ici, c'est par exemple éviter de regarder l'enfant lorsqu'il a un comportement qui nous déplaît, lorsqu'il m'a déplu, arrêter de lui parler, et ensuite toujours essayer de changer l'enfant, devenir moins amical avec l'enfant. Ça, c'est les questionnaires qui sont passés aux enfants. Hein. Mon parent ne cesse de vouloir me changer, mon parent cesse de me parler quand je lui déplais, etc. etc. Mon parent évitera de me regarder quand j'ai fait quelque chose qui lui déplaît. Bon. Le contrôle psychologique, ça a une définition opérationnelle qu'on sait quantifier dans les études et donc dont on sait mesurer les conséquences psychopathologiques. Dans les études dont on dispose, l'utilisation parentale du contrôle psychologique, c'est-à-dire retrait d'affection, ignorance, etc., et is thought to harm the child's self-esteem and integrity, etc., 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 donc dégrade l'estime personnelle de l'enfant et peut avoir des conséquences sur une augmentation du niveau de comportement externalisé. Ce qu'on appelle les comportements externalisés, ce sont les comportements bruyants. Les actes violents, les TDAH, l'hyperactivité, etc., par opposition aux troubles anxieux, troubles dépressifs plus internalisés. Or, les consommations de toxiques. Et or, ce type de programme, tel que mis en œuvre par l'INPES à l'époque, c'était dans le cadre d'un appel d'offres de l'AMILT. Donc c'était un programme destiné à éviter la consommation ultérieure de substances et les troubles de santé mentale chez l'enfant. Donc c'est regrettable que le programme choisisse comme cœur de sa méthode quelque chose qui est par ailleurs assez solidement montré. Je ne dis pas la démontrer parce que dans le champ de l'evidence-based medicine, les études prospectives ne sont pas très solides du point de vue de la force probante. Mais leur accumulation, là, montre et en tout cas, il y a un signal disant que ça crée des difficultés chez l'enfant et que, bon, donc voilà, comportement externalisé, etc. Donc, il y a différentes études qui font ça, que ça peut aggraver les agressions physiques, ça crée des troubles de la personnalité, en particulier des troubles limites de la personnalité, parce que ça conditionne l'affection du parent à un comportement, donc ça génère une nécessité d'adopter ce qu'on appelle classiquement un faux self, c'est-à-dire quelque chose de compliant pour ne pas être sanctionné par le retrait d'affection, bon, qui est, etc., etc. Donc ça, ce sont un certain nombre d'éléments de la littérature
montrent que ces comportements sont pathogènes. Alors je suis revenu, j'ai dit bon quand même c'est un souci. Et là c'est science contre science. Alors on m'a rétorqué que études prospectives contre essais contrôlés randomisés ça valait pas, ce qui est vrai d'un point de vue méthodologique. Mais on m'a dit aussi de toute façon, on me l'a pas dit comme ça mais je vous le traduis comme ça, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Donc le problème c'est pas les risques, le problème c'est le rapport bénéfice-risque. Donc on est vraiment dans la logique médico-médicale, c'est-à-dire si ça crée moins de dégâts que ça n'en cause, ou si ça évite plus de dégâts que ça n'en cause, c'est bien. Or, il était revendiqué que ce programme évitait chez l'enfant l'alcoolisme, la drogue, la dépression, les comportements violents, etc. etc. Bon, si c'est au prix de... Bon. En gros, le rapport bénéfice-risque était estimé favorable. Donc, je dis, bon, ok, très bien. On va faire science contre science. On va regarder si vraiment le bénéfice allégué est vraiment fondé, est vraiment réel, est vraiment solide. Donc, cette étude, donc le premier SFP, l'INPES l'avait sorti d'une revue de littérature, encore une fois, de la Cochrane, donc celle-ci, Foxcroft, qui portait spécifiquement sur la prévention des usages de l'alcool. Donc, les résultats étaient ceux-ci. Alors, bon, ça vous donne par ailleurs une idée de la grammaire de l'evidence-based. En evidence-based, on se parle comme ça, avec des tableaux et des autres ratios. Donc, ici, vous avez les programmes, dont le Strengthening Families Programme. Ici, vous avez le outcome, donc le résultat qui est testé. Donc, vous en avez deux ici. Enfin, vous avez plusieurs. Donc, plus de 4 boissons alcoolisées dans la dernière semaine, a déjà utilisé de l'alcool, a déjà bu de l'alcool, a déjà bu de l'alcool sans permission, a déjà été sous. Sous n'ayant pas de définition ici. On n'a pas vérifié le taux d'alcoolémique ou ça. Donc, quand on compare tout ça, donc sur un certain nombre de populations, donc vous voyez ici les effectifs, et vous comparez programme SFP contre PDFY qui est le Preparing for the Drug Free Years et un groupe contrôle. Donc dans le groupe SFP, vous avez 108 qui n'ont pas consommé versus 117 qui ont consommé sans permission dans le groupe contrôle. Donc vous avez un écart donc de 9 sur 117. Ça vous fait, en fait, si on le traduit dans un autre indicateur qui est classique, qu'on appelle le NNT, c'est le Number Needed to Treat, combien faut-il traiter de personnes pour éviter un des événements qu'on souhaite éviter? Eh bien, en l'occurrence, il est de 9, le NNT. Il est de 9. Ça veut dire qu'en gros, il faut proposer le programme à 10 enfants pour qu'un enfant décale de 4 ans sa première consommation d'alcool non autorisée. Le tout avec, bon après je ne rentre pas dans les détails dans lesquels je rentre dans le livre, mais le tout avec un intervalle de confiance qui est monstrueux, qui en vérité montre que c'est extrêmement peu stable parce qu'il n'y a personne dedans. En fait, il y a très peu de monde dedans. Donc, bon, même face value, l'efficacité, bon, est-ce que ça vaut le coup de faire les dégâts qu'on a suspectés pour éviter peut-être chez un enfant sur 10 la première consommation d'un... Bon, la question se pose. Je suis revenu, l'INPES, la question se pose. Oui, mais bon, quand même. Chez un enfant sur 10, c'est quand même l'alcool, c'est mal. Enfin, c'est pas que c'est mal, c'est que c'est très dangereux. Ce qui n'est pas contestable. En tout cas, que je ne conteste pas. Sauf que... je dis, bon, ok, on va commencer à me... maintenant, on va y aller un peu plus profond dans la méthodologie. Et donc, j'ai dit, ok, est-ce que ce résultat de NNT de 9 vaut vraiment? Est-ce qu'il vaut vraiment? Alors, on regarde la méthodologie, et en l'occurrence, l'étude porte sur l'utilisation de ce programme SFP dans des écoles. En l'occurrence, des écoles de l'Iowa. Donc, déjà, il y a la question de qu'est-ce que ça veut dire de transposer des écoles de l'Iowa ici. Bon, mais laissons tomber cette problématique culturaliste. Pour juste regarder la méthode. Alors, là encore, vous ne voyez pas les contenus, mais ce n'est pas le problème. Le truc, c'est que l'essai contrôlé randomisé tire sa puissance méthodologique de la dite randomisation. C'est parce que précisément on distribue les gens au hasard qu'on a une relative garantie qu'on n'a pas tous les plus sévères d'un côté et tous les moins sévères de l'autre et que donc on a biaisé l'ensemble des résultats. Donc normalement les facteurs de confusion se répartissent plus ou moins aléatoirement. Normalement, par ailleurs, on le contrôle en plus, etc. Mais disons même, bon.
Mais ça, c'est vrai quand on randomise les individus. C'est-à-dire, si vous randomisez 10 000 personnes, 5 000, ok, on a des bonnes chances que ça va se dire. Mais là, on a randomisé les écoles. Ça veut dire qu'on a randomisé 33 écoles, 11, 11, 11. Donc, il suffit que dans une école, et ça, je l'ai calculé, donc j'ai fait les calculs dans le livre, il suffit que dans une école, vous ayez un rapport différent à la manière dont on utilise l'alcool dans les fêtes d'anniversaire à l'école, pour que cette simple différence dans l'école qui va exposer 10 enfants de plus au fait d'avoir consommé pour la première fois un panaché, eh bien, va rendre le programme efficace versus pas efficace. Ou bien il y a un bar à proximité d'une école et il n'y en a pas dans les autres groupes. Enfin, ce genre de facteurs contextuels, environnementaux, etc., quand même un peu basico-basiques, mais qui pour le coup ne sont absolument pas contrôlés. Donc, quand on rentre dans le détail de la méthodologie statistique, le truc s'érode progressivement, donc il n'est pas très efficace. Donc il est potentiellement dangereux, il n'est pas très efficace. La pas très efficace n'est pas très solide méthodologiquement. Bon, ça commence à devenir craignos. Alors on se dit, bon ok, au moins est-ce que la manière dont on a recueilli les résultats est solide. Bon. Et là, je vous ai mis les instructions verbatim qui sont données donc à l'issue du programme. Donc à l'issue du programme, on fait les 12 séances. Et à la suite de ça, donc, on fait passer un questionnaire d'évaluation pour savoir si le programme a été efficace. Donc, ce sont les animateurs du programme qui font passer le questionnaire d'évaluation. Donc, déjà, pour ceux qui maîtrisent les biais de désirabilité, etc., vous voyez déjà qu'il y a un tout petit souci. Et je vais vous lire, en traduisant au vol, donc, les instructions d'évaluation qui sont données aux gens qui font passer le questionnaire. Donc s'il vous plaît, lisez ça par avance. Ne le lisez pas à voix haute devant les gens. Bon, donc, nous savons que le processus d'évaluation peut sembler intrusif. Alors là, ce sont les évaluateurs et les concepts. Alors, parenthèse sur les notions de conflit d'intérêts. Donc là, pour ce programme-là, il y a plusieurs modèles économiques. Le modèle économique de ce programme-là, c'est qu'on fait venir les formateurs. On les paye, c'est normal, pour faire leur jour de formation. Ça, c'est 3 jours de formation. Pour acquérir l'ensemble du programme, c'est-à-dire former les éducateurs sociaux et les psychologues pour 4 animateurs par groupe, on prend 3 jours. Et déjà, 3 jours, il a fallu négocier pour les avoir, c'était 12 jours normalement. Donc vous formez from scratch des gens qui n'ont aucune culture dans ça, en 3 jours, pour appliquer un manuel dont il est vrai qu'il n'y a pas tellement besoin de plus, parce que le manuel il est structuré 5 minutes par 5 minutes. Donc nous excusons, mais nous avons besoin de votre aide et votre support pour faire que ça fonctionne. De telle manière que SFP puisse devenir un programme evidence-based. Donc là, oui, donc j'ai pas fini, pardon, excusez-moi avec l'interruption. Donc les formateurs sont également les concepteurs, mais ce sont aussi les évaluateurs. Donc les trois mêmes, enfin les deux, le couple, par ailleurs ils sont en couple, bon mais ça c'est un autre problème. Mais les deux font les trois. Donc ils font la conception, la formation et l'évaluation. Donc pour un programme, pour les évaluations EBM standard qui sont supposées être triple aveugle, vous voyez qu'on est quand même loin du compte. Donc on a besoin de votre aide pour que SFP puisse devenir un programme evidence-based. Ce label est crucial pour le fonctionnement et le financement à long terme du programme. Sans ce niveau d'évaluation, on n'aura pas de financement de l'État, du niveau fédéral, etc. Ça, c'est aux États-Unis, donc, et au niveau local. C'est une opportunité de montrer à quel point ce programme est efficace pour votre communauté. Votre attitude est contagieuse et vous avez démontré vous-même, vous êtes, institué vous-même en tant que leader et role model, comme on dit en TCC, donc pour ces familles. Bon, il y a quand même une certaine forme de pression et d'induction donc, sur les évaluateurs. Et donc, à ce moment-là, donc, on passe aux familles alors une innovation méthodologique majeure, le rétro-post questionnaire. Donc le questionnaire post-rétrospectif. C'est-à-dire normalement on fait avant-après. Donc on demande aux gens avant ce qu'ils font, on demande aux gens après ce qu'ils font, puis on mesure l'écart. Mais là supposément comme les gens sont méfiants, comme on l'a vu tout à l'heure, envers les services, eh bien on leur demande pas avant parce qu'ils mentiraient. Ils surévalueraient leur performance. Donc on leur demande après ce qu'ils faisaient avant, une fois qu'ils ont fait le programme. Supposons donc qu'ils ont acquis suffisamment de maturité et de réflexivité pour dire la vérité sur ce qu'ils faisaient avant. Donc vous et votre famille avez complété le Strengthening Families Programme pour aider votre famille à être plus forte, meilleure et mieux organisée.
Vous avez appris comment être un meilleur parent et vos enfants ou vos enfants, votre enfant ou vos enfants ont appris de nouvelles compétences sociales pour se faire des amis plus facilement, mieux se comporter à la maison et mieux performer à l'école. Vous savez à quel point vous et vos enfants avez changé. Maintenant, nous allons vous poser un certain nombre de questions. D'abord, nous allons vous demander comment vous et votre famille étiez avant le cours et comment vous êtes maintenant. Ça, d'un point de vue méthodologique, en termes de recueil de données, s'accumulent à peu près tous les biais possibles et imaginables. D'accord ? Donc, de la méthodologie statistique finale jusqu'au recueil primaire de données, rien ne tient. Rien ne tient. Alors, ça c'est pour SFP. Un tout petit élément sur Triple P. Triple P, c'est un autre programme d'origine australienne, sur un modèle économique un peu différent, on achète les manuels, etc. Enfin bon. Ça, c'est un verbatim d'une réunion recueillie par une de mes doctorantes, donc qui faisait elle aussi une participation observante. Donc, c'est un commercial de Triple P, donc qui vient à l'INPES pour présenter Triple P. Et donc, il dit, voilà, ce programme permet de décrire aux enfants, aux parents, comment s'y prendre pour ne pas faire d'erreur avec leurs enfants. Il se compose de 5 niveaux selon la difficulté des parents. Il y a une diffusion Internet des pratiques parentales, etc. Pour les parents ayant des enfants en problème, nous proposons un travail de groupe. Et enfin, pour les cas extrêmes, nous proposons un travail individuel. OK. Pour être formateur, c'est très simple. Il suffit de suivre un stage de 3 à 4 jours. Bon, Triple P fonctionne dans tous les pays autour de la France. En Irlande, au Portugal, en Espagne. Il est même introduit en Turquie, au Japon, au Chili, au Texas, en Californie. Pour ne rien vous cacher, le seul pays qui me pose problème, c'est la France. Donc c'est le commercial qui parle. La psychologie classique est trop prépondérante et le professionnel voit les programmes parentaux d'un mauvais œil car trop structurés. Mais on est tous d'accord autour de la table, il n'est pas possible de soigner un enfant ayant des troubles du comportement en étant sur un divan. Bon, ça c'est la rhétorique que vous connaissez, je ne m'attarde pas là-dessus. Triple P a été créé et conçu dans le monde de la recherche, le milieu universitaire, mais aujourd'hui il est géré par une société privée. Il est financé par la vente des manuels et des formations. L'intérêt de la France, mes chers amis, est d'investir dans Triple P. Ça coûte moins cher, mieux vaut prévenir que guérir. Non, c'est un guide de survie. Pour les parents, Triple P est prêt à être introduit en France, nous pouvons faire des traductions, mais la France est-elle prête à l'intégrer ? Bon, je ne suis pas un chercheur, je suis un pur commercial, ça, merci de nous le préciser. Pensez-vous que les politiques vont pouvoir avoir de l'influence sur les pratiques dans les 2 prochains mois ? L'implantation de programmes va-t-elle être possible ? Parce que pour l'instant, la France reste prisonnière de son passé, c'est un village gaulois qui résiste à l'envahisseur. Alors mes amis, comment pouvez-vous m'aider à implanter ce programme en France ? Donc un certain nombre d'éléments factuels sur Triple P, il y a très peu de choses, hein, le terrain était surtout sur SFP. Donc, à ce stade, et on discutera sur ces résultats, enfin sur ces analyses, à ce stade, on a un programme revendiqué comme efficace, qui en vérité ne l'est que très peu, même sur les valeurs nominatives fournies dans les études, hein, qui, quand on regarde la méthodologie, en fait, la dite efficacité se délite au fur et à mesure qu'on rentre dans les détails, et qui, au final, s'avère finalement méthodologiquement très peu solide, avec une efficacité très très faible, et contient des recommandations de comportements parentaux, dont un autre pan de la littérature montre qu'elles sont pathogènes et qu'elles produisent des troubles mentaux chez les enfants. Bon, à minima, on s'arrête et on réfléchit. Donc on re-regarde quand même le quoi du caisse. Bon, ça n'a pas été le cas. Combien de temps me reste-t-il ? J'ai explosé le temps, pardon. Donc je termine. En vous lisant, voilà, c'est ce que j'ai mis dans le résumé. Hein. Ceci ne serait-il pas un bon exemple de ce que Vincent Descombes, donc un philosophe que j'apprécie énormément, a appelé le raisonnement de l'ours ? Alors d'où tire-t-il le raisonnement de l'ours ? Alors je vais vous lire la fable de La Fontaine, avec énormément moins de talent que notre conteuse de ce matin, je m'en excuse par avance. Mais donc, et ensuite on terminera sur cette histoire de raisonnement de l'ours. Donc l'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être un bon émoucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Un jour que le vieillard dormait d'un profond sommeil, sur le bout de son nez, une mouche, donc allant se placer, mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser, « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme. Aussitôt fait que dit. Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et, non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide mort étendu sur la place, il le couche. » Et la morale
de cette triste histoire, donc, selon La Fontaine, « Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. » Et ce que dit Vincent Descombes de ça, et qu'il appelle donc le raisonnement de l'ours, c'est le fait de confondre la fin et les moyens. C'est-à-dire de restreindre les fins à un sous-ensemble très limité, en l'occurrence des indicateurs de santé / public, et d'agir par n'importe quel moyen supposé efficace sur ces indicateurs, sans se préoccuper de l'ensemble des finalités qu'il eût été judicieux d'ordonner préalablement, afin de savoir s'il était légitime, pertinent, d'agir sur cette fin-là plutôt que sur celle-là, ou s'il est légitime de dégrader cette finalité-là en augmentant celle-ci. Donc voilà, mon opinion, ma position que je développe depuis un certain temps maintenant, c'est qu'effectivement c'est un cas de raisonnement de l'ours. C'est-à-dire que la santé publique a tendance à faire un surordonné, c'est-à-dire a tendance à placer les indicateurs de santé comme un surordonné de la vie elle-même, de la vie humaine elle-même, et n'importe quel indicateur de santé vaut plus que n'importe quoi d'autre. Pour ce motif-là, n'importe quelle action qui fait varier un indicateur de santé justifie qu'il soit utilisé, quelles que soient les conséquences sur le reste de la vie. Donc ça pose, voilà, quand même, question. Voilà, je vous remercie.